Ah, je vois que ça y est, vous arrivez. Bonjour, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Faites-moi un petit coucou s'il vous plaît, si vous m'entendez. Bonjour, ça va? Vous m'entendez? A priori, tout va bien. Ben, bonjour à tous. Et puis, bienvenue pour ce premier live Facebook d'écrire et être lu. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Un peu flippé, hein, je ne vais pas vous dire le contraire. Ça fait un petit peu peur d'être en direct comme ça devant vous. C'est vrai que là, en direct, on n'a pas le droit à l'erreur, hein, c'est sans filet. D'habitude, quand je fais des vidéos, quand je fais des podcasts, et ben, s'il y a des trucs qui marchent pas, ben, je les coupe au montage, hein, je vais pas vous raconter de bêtises. Là, il n'y en a pas, c'est les avantages et les inconvénients du direct. En tout cas, je suis très content de vous retrouver pendant cette période un petit peu difficile de confinement. Je pense que c'est un bon moyen de rester en contact avec tout le monde. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu faire ce live Facebook. Je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que je pouvais bien faire à mon modeste niveau pour rendre cette période de confinement moins difficile. Je ne vais pas dire plus agréable, mais moins difficile. Alors j'ai évidemment pensé à rendre mes livres gratuits sur Amazon. Et puis il y a tellement d'auteurs auto-édités qui ont très généreusement proposé de rendre leurs livres gratuitement, de rendre leurs livres gratuits sur Amazon, que je me suis dit que vous aviez de quoi vous distraire pendant les 8 prochaines semaines, facile. Vous aviez peut-être pas besoin d'un autre livre gratuit, quoique je ferai très certainement une promotion gratuite aussi sur les miens un petit peu plus tard. Mais voilà, du coup, je me suis demandé qu'est-ce que je peux faire d'autre, qu'est-ce que je peux faire d'autre pour rendre cette période de confinement plus facile à vivre. Et puis la réponse, elle est venue d'elle-même. Pourquoi est-ce que je ne ferais pas en live ce que j'essaye en tout cas de faire chaque semaine avec les articles, c'est-à-dire de répondre à vos questions et d'essayer de vous aider à atteindre vos objectifs en termes d'écriture et de promotion de vos livres en tant qu'auteur auto-édité tout simplement. Alors c'est pour ça que je vous ai envoyé ce petit questionnaire. Vous avez été une trentaine à le remplir et à me le renvoyer. Donc merci beaucoup pour cette participation. Je vous avoue, pour un premier live, je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. Je suis pas sûr qu'on arrive à traiter tous les questionnaires, toutes les questions qui m'ont été envoyées voilà, en 1 heure, parce que je veux pas que ce soit trop long non plus. Mais sachez que si on n'arrive pas à tout traiter, je ferai une autre session de live la semaine prochaine, samedi prochain à la même heure, ou peut-être pendant la semaine, je sais pas encore, j'ai rien décidé. Alors, juste une petite info, un petit avertissement. Moi, je suis là pour essayer de vous aider à réaliser vos rêves, à vous aider. Et maintenant, je ne suis pas la fée clochette. Malheureusement, euh, je ne vais pas pouvoir d'un coup de baguette magique comme ça réaliser vos rêves, vous aider à réaliser tous vos projets, à tous vos objectifs. Mais en tout cas, je vais essayer de vous donner mes conseils, mes avis pour vous y aider. Ma femme a l'habitude de dire que mon vrai métier, c'est trouveur de solutions. Je vais peut-être trouver une solution qui vous ira à vous pour résoudre votre problème. Voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite. J'ai imprimé les questionnaires, hein, je sais, c'est pas très écolo, mais bon, c'est ce qui était le plus facile pour moi pour ce premier live. Donc avec le premier qui me dit, alors quand je pose la question, quel est votre rêve en tant qu'auteur? Elle me répond à suivre. Ok. Euh, alors on commence par un mystère, c'est bien. Est-ce que... Alors, mon erreur sur ce premier live, première erreur à noter, c'est que je n'ai pas pensé à vous demander vos prénoms sur les questionnaires. Du coup, je ne peux pas appeler les personnes directement. Donc, si vous reconnaissez ce que vous avez mis, vos réponses sur le questionnaire, n'hésitez pas à vous manifester, à me faire un petit coucou en disant oui, oui, coucou, c'est moi. Parce que si jamais j'ai des questions, besoin de compléments d'informations, je vais vous interpeller en live et vous pouvez répondre dans les commentaires. Maintenant, est-ce que la personne qui a mis à suivre dans quel est votre rêve en tant qu'auteur est présente?
priori, non. En tout cas, je ne vois rien. Parce que là, c'est un peu compliqué de répondre à ça, à suivre. Je sais pas si ça veut dire que t'as pas encore fixé ton objectif. Je sais pas si ça veut dire que ce que tu veux, c'est que les auteurs, ça, il y a Isabelle qui dit, ça pourrait être mon style de réponse. Bah, je pense que si tu m'avais répondu à suivre dans quel est votre rêve d'auteur, tu t'en souviendrais. Voilà, là, je sais pas trop ce que ça veut dire. Du coup, ça va me permettre de répondre, enfin de rebondir sur un point qui est important. Et j'en parle assez régulièrement dans les articles. Il est hyper important que vous définissiez vos objectifs de façon la plus précise possible. Moi, dans le questionnaire, je vous ai demandé quel est votre rêve parce que je voulais que vous voyez grand. Voilà, ça vous poussait un petit peu à voir les choses en grand. Un rêve, c'est toujours quelque chose d'un petit peu, enfin, qu'on suppose irréalisable, ce qui n'est pas vrai la plupart du temps. Mais par rêve, moi, ce que j'entends, c'est évidemment quel est votre objectif en tant qu'auteur, votre objectif final. Euh, alors, quand vous vous fixez un objectif, vous avez tout intérêt à être le plus précis possible. Déjà parce que ça va vous donner un but précis à atteindre. Et puis aussi, ça a un impact non négligeable sur votre motivation pour atteindre ce but. Alors, il y a plein de façons de se fixer un objectif. Une des plus connues, c'est la méthode SMART, qui consiste à se fixer un objectif. Alors, SMART, c'est un acronyme. S pour spécifique, c'est-à-dire qui est le plus précis possible. Hein. Vous vous fixez un objectif avec tous les détails. Mesurable, c'est-à-dire, le M c'est pour mesurable, c'est-à-dire comment est-ce que vous allez vous rendre compte que vous avez atteint cet objectif. Hein. Mesurable, c'est-à-dire c'est une quantité, c'est un chiffre, ou alors c'est une réaction de la part d'une personne ou d'un public particulier, ou des critiques, par exemple. Je veux avoir une critique dithyrambique dans la colonne, dans la rubrique culturelle du Monde. Pourquoi pas? Ça, c'est mesurable. On sait si on a eu la critique dans les pages culturelles du Monde ou pas. Atteignable, bah, tout simplement parce qu'il faut qu'il soit, en quelque sorte, il faut qu'il soit réaliste. Hein. Si votre objectif c'est d'aller sur la Lune avec d'aller sur la Lune à vélo, je veux pas, je veux pas être trop dur, je veux pas être très brutal, mais il y a peu de chances pour que vous y arriviez. Alors réaliste, ça, c'est plus dans le sens que votre objectif, il doit avoir du sens avec le reste, avec le reste de votre travail, le reste de votre vie. Vous ne pouvez pas vous fixer un objectif qui est de sauver la planète, je vais dire un peu n'importe quoi, hein, qui est de sauver la planète tout en vendant du pétrole. Voilà, c'est un peu caricatural, mais en gros, c'est ça que ça veut dire, le réaliste. En fait, c'est une mauvaise traduction. Smart, c'est une méthode qui est anglaise au départ. Et le R de smart veut dire relevant, je crois, en anglais, qui veut, voilà, qui a plus de sens avec le mot sens. Réaliste, c'est pas une très bonne traduction, mais c'est la seule qu'on a trouvée en français. Et enfin, le T, c'est pour temporellement, c'est-à-dire que vous devez vous fixer une échéance pour savoir exactement combien de temps vous avez pour atteindre cet objectif. Ça, c'est le point très important qui joue incroyablement sur votre motivation pour atteindre cet objectif. Si vous ne vous fixez pas d'échéance, bah, votre objectif, il va passer systématiquement après toutes les tâches quotidiennes, après tout le reste. Vous allez toujours mettre ça de côté en vous disant, bah ça, je m'en occuperai plus tard. Donc voilà, petite digression sur ce rêve où la première personne m'a mis à suivre. Voilà, je ne sais pas si c'est un objectif, si c'est, j'en sais rien. Donc, quel est votre plus gros problème pour y arriver? La correction immédiate. Alors là, je suppose que tu parles de la correction orthographique. Que faites-vous pour surmonter cet obstacle? Un professionnel qui adopte la correction en fonction de notre budget, on n'a pas tous les moyens et c'est un frein à l'évolution des projets. D'accord, donc là, si je comprends bien ton problème, c'est que pour faire la correction de ton roman, est-ce que tu en as déjà publié d'ailleurs? Non, aucun pour l'instant. Ok. Donc pour la correction de ton roman, tu n'as pas les moyens financiers de te payer un correcteur professionnel. Alors sache que il y a d'autres méthodes
pour corriger, je parle de l'orthographe en tout cas là, hein, orthographe exclusivement, parce que si on est sur l'analyse de ton livre, là forcément, ce que je vais te dire, ça va pas être valable. Donc, je vois deux méthodes, moi, qui pourraient te coûter moins cher qu'un professionnel de la correction. La première, c'est Antidote. Alors, Antidote, c'est un logiciel. C'est un investissement à l'achat, je crois qu'il coûte dans les 100 euros, mais c'est un très bon investissement. En tout cas, moi, je l'ai fait, je ne l'ai jamais regretté, parce qu'il est très, très efficace pour détecter les fautes d'orthographe, les fautes de grammaire, mais également tout ce qui est typographie et également les répétitions. Donc ça, moi, alors tout ce qui est orthographe, je m'en sers beaucoup pour les articles du blog. Tous les articles du blog que vous voyez sont passés systématiquement à la moulinette d'Antidote. J'ai la version 9, je crois qu'il y a la version 10 qui est sortie il y a quelques temps. Et ensuite, je m'en sers également beaucoup bon, pour mes écrits, pour mes romans. Je me sers beaucoup de la recherche des répétitions pour Antidote. C'est très, très, très efficace. Il vous surligne toutes les répétitions qui sont à quelques phrases d'intervalle. Alors ça peut vite rendre dingue parce que c'est là qu'on se rend compte à quel point on en met des répétitions, mais ça permet de faire une chasse vraiment très exhaustive aux répétitions. Enfin, moi, en tout cas, c'est un achat. C'est vrai que 100 euros, il faut pouvoir les sortir, mais c'est un achat que je n'ai jamais regretté. Ensuite, deuxième façon de se faire corriger sans sans péter le PEL, c'est à travers le site 5euros.com. Alors, c'est une plateforme à travers laquelle Antidote tient, qu'est-ce que tu me dis? Gridou, Antidote tient des stats sur les voix passives actives. Oui, c'est vrai, il est très complet. Effectivement, il vous souligne également les voix passives, les voix actives. Donc 5euros.com, c'est une plateforme par laquelle il y a plein de prestataires, ils sont des centaines et des centaines, qui vont proposer leurs services pour une somme modique. Alors il n'y a pas de... C'est pas juste pour la correction des romans, hein, il y a plein de types de prestations. Là-dessus, vous pouvez trouver des gens qui vont vous faire votre couverture, vous pouvez trouver des gens qui vont vous faire donc votre correction, vous pouvez trouver des gens qui vont vous faire votre site internet, votre site WordPress. Il y a des gens qui vont s'y connaître en référencement SEO. Voilà, il y a plein. Il y a des gens qui vont vous faire des vidéos, il y a des gens qui vont vous composer de la musique. Voilà, il y a des centaines de prestations différentes qui n'intéressent pas toutes les auteurs. Hein, ce n'est pas une plateforme spécialiste pour les auteurs. Et à chaque fois, le prix de base de ces prestations est de 5 euros. Voilà. Chaque prestataire fixe ses prix un petit peu comme il en a envie, mais tous les prix de base, c'est 5 euros. Et ensuite, ça grimpe selon ce que vous leur demandez. Par exemple, vous allez avoir un correcteur qui va vous demander 5 euros pour une centaine de mots, par exemple. Hein, je dis un peu n'importe quoi. Et ensuite, si vous augmentez le nombre de mots, bah, il va augmenter ses tarifs. Mais le prix de base, c'est toujours 5 euros. Alors ça, après, ça dépend du volume de ton roman. Hein, si tu veux en faire la correction orthographique sur 5 euros, sur 5euros.com. Mais ça peut être un bon moyen, s'il n'est pas trop épais, de se faire une correction orthographique pour pas trop cher. Ensuite, il faut bien comparer, hein, parce que entre 5euros.com sur un roman qui fait, je ne sais pas, 75 000 mots, entre 5euros.com et un correcteur professionnel, sur des gros volumes, je ne suis pas sûr que 5 euros soit beaucoup plus intéressant qu'un correcteur professionnel qui, bien souvent, en plus de la correction automatique, va te faire une analyse un petit peu de ton histoire. Moi, je sais que mon correcteur, c'est ce qu'il fait. Quand je lui envoie une histoire, non seulement il me corrige l'orthographe, les concordances de temps, etc., etc., mais aussi il va me dire, ah, attention, là, c'est pas trop cohérent avec ce qui s'est passé avant ou avec ce qui se passe après. Peut-être qu'il faudrait que tu revoies ça. Donc ça, c'est quand même une plus-value que tu n'auras pas avec Antidote ou 5euros.com. Il faut quand même pas l'oublier. Un correcteur professionnel, s'il fait bien son boulot, il va t'apporter, c'est plus cher, oui, c'est certain, mais il va t'apporter quand même pas mal de choses. Je passe au suivant. Alors, quel est ton rêve en tant qu'auteur? Être édité et publié. Donc ça, je suppose que c'est par une maison d'édition. Quel est ton plus gros problème? Trouver des informations et des contacts. Que fais-tu pour surmonter cet obstacle? Des recherches sur Internet. Tu n'as rien publié pour l'instant et tu n'as pas de questions précises.
Alors, si ça concerne bien l'édition et la publication dans une maison d'édition, alors je vais être honnête, la publication et l'édition par les maisons d'édition, c'est pas ma spécialité. Moi, je me suis spécialisé dans l'auto-édition, mais il n'y a pas de souci, hein, je vais répondre à tes questions, en tout cas à tes interrogations. Il faut savoir que les maisons d'édition, les grandes en tout cas, genre Gallimard ou Albin Michel, je ne suis pas trop, plus complètement sûr de pourcentage, mais je crois que par an, l'édition, leur publication de premiers romans représente, je ne sais plus si c'est 4 ou 6% de tout ce qu'ils publient sur une année. Autant dire, c'est chipote, c'est que dalle. C'est très difficile quand on est débutant, quand on en est à sa première publication, de se faire éditer par une maison édition. Alors, c'est probablement plus facile si on passe par une petite maison d'édition indépendante, à condition de faire une sélection de ces maisons d'édition en amont par toi avant d'envoyer ton manuscrit pour t'assurer que ton roman rentre bien dans leur ligne éditoriale. Je vais prendre un exemple. Si jamais tu as écrit une romance, c'est pas la peine d'envoyer ton manuscrit à une maison d'édition qui fait dans la fantasy ou dans le fantastique ou dans l'horreur. Hein, là, tu vas perdre ton temps, tu vas leur faire perdre leur temps, tu vas perdre ton argent, parce qu'en plus, il faut que tu envoies ton manuscrit et tout. Donc, il faut quand même que l'auteur, avant d'envoyer son manuscrit aux maisons d'édition, qu'il ait fait un petit travail de recherche en amont. D'ailleurs, c'est exactement le même principe avec les blogueurs littéraires. N'envoyez pas votre manuscrit, enfin, n'envoyez pas votre roman terminé à tous les blogueurs littéraires. Faites une petite sélection en amont. Et il y a des blogueurs qui se sont spécialisés dans un genre de roman. Voilà. Commencez par cela, commencez par ceux qui vous concernent. Et ensuite, vous pouvez aussi taper dans ceux qui sont généralistes. Donc voilà, mon premier conseil, ça serait ça, de faire une sélection des maisons d'édition en fonction de leur ligne éditoriale. Et mon troisième conseil, ça serait, oui, de fuir comme la peste les maisons d'édition à compte d'auteur. Pour ceux qui ne connaissent pas, maisons d'édition à compte d'auteur, ce ne sont pas des maisons d'édition, ce sont des prestataires de services. Alors ils font leur travail, hein, ce qu'ils font c'est complètement légal, mais la grande différence entre une maison d'édition à compte d'éditeur et une maison d'édition à compte d'auteur, c'est que dans la maison à compte d'auteur, c'est l'auteur qui va tout payer. C'est l'auteur qui va payer les impressions, c'est l'auteur qui va payer la distribution, donc c'est l'auteur qui prend le risque financier pour la publication et la distribution de son livre, ce qui n'est pas une différence négligeable. Ça veut dire que si vous vous plantez, c'est vous qui êtes dans la panade financière, contrairement à une maison d'édition d'éditeur. L'éditeur, c'est lui qui va prendre ce risque financier et qui verse, alors il prend son pourcentage évidemment, hein, il faut bien qu'il vive aussi, mais il va verser à l'auteur une avance sur ses ventes, et si l'éditeur ne vend pas votre livre, bah c'est pour sa pomme. Alors que pour une maison d'édition à compte d'auteur, c'est pour vous. C'est vous qui êtes dans la panade. Euh, pour terminer, parce que comme je vous l'ai dit, les maisons d'édition, c'est pas ma spécialité. Par contre, je connais une personne dont c'est la spécialité. C'est Cécile Henneroll, qui est une auteure éditée, elle, par une maison d'édition. Je crois qu'elle a été publiée par Erol, si ma mémoire est bonne, et qui a un blog sur le sujet qui s'appelle faisantunlivre.com. Donc voilà, elle fonctionne un petit peu comme écrire et être lu. Elle est un petit peu moins sur le marketing, si je ne m'abuse, plus sur l'écriture et la présentation aux maisons d'édition. Voilà. Sauf qu'écrire et être lu, moi je me suis spécialisé dans l'auto-édition. Elle s'est spécialisée dans l'envoi de manuscrits aux maisons d'édition. Donc c'est un blog qui est très très bien fait. Donc si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller voir son site. Vous y trouverez plein de choses intéressantes. Quel est votre rêve en tant qu'auteur? Alors, auteur numéro 3. Rêve fou de vivre de mes écrits et de la création. Par exemple, les reliures. Alors, fou, non. Non, non, pourquoi ça serait fou? C'est très possible, il y a plein de gens qui le font.
Quel est votre plus gros problème pour y arriver? Mon juge interne et mes croyances limitantes. Oui, ça effectivement, alors je te rassure, hein, tu partages ce problème avec beaucoup, beaucoup de monde. Et que fais-tu pour surmonter cet obstacle? J'ai débuté un gros travail sur moi avec des livres de développement personnel et une psy. Pour l'écriture, j'ai débuté une formation pour apprendre à écrire puis à publier. Très bien. Tu n'as rien publié pour le moment et tu as une question précise. Pour l'instant, je dois concilier écriture et travail alimentaire sans compter ma vie de compagne et de mère. Comment faites-vous pour réussir à tout faire? Je dors peu. Personnellement, une fois rentré, je suis tellement épuisé que même ma vie personnelle est difficile à gérer. Merci beaucoup. Ok. Alors, moi, il y a plein de choses là. Alors, rêve fou de vivre de mes écrits et de la création. Par exemple, la reliure. Alors, oui, non, fou, ça l'est pas, hein. Il y a plein de gens qui... Il y a plein de gens qui y ont réussi. Pourquoi pas toi? Ce que je vois déjà dans ton... Une bonne chose dans ton rêve en tant qu'auteur, c'est que tu as déjà prévu de te diversifier. Et ça, c'est une très très bonne idée. Euh, Vivre de mes écrits et de la création, par exemple, reliure. Donc je suppose que c'est de la reliure de livres. Euh, et il y a trop de gens, je pense, qui pensent encore que on peut vivre simplement en écrivant et en vendant ses livres. Alors c'est possible, je dis pas le contraire, mais les dernières statistiques que j'ai vues, alors qui sont pas d'hier, qui datent de 2008, elles faisaient ressortir qu'il y avait environ 150 auteurs en France qui arrivent à ne vivre que de leurs écrits. 150 sur le nombre d'auteurs que nous sommes aujourd'hui. Je vous laisse faire le calcul. C'est pas beaucoup. Je pense qu'on est à 0,00 quelque chose pour cent. Mais il y en a quand même qui arrivent de vivre de leur passion, de l'écriture. Simplement, ils ne se focalisent pas que sur l'écriture et la vente de leurs livres. Ils font d'autres choses à côté. Ils organisent des salons, ils font des conférences, ils font des formations qui vendent en ligne. Voilà, ils se diversifient, ils font d'autres choses que d'écrire leur livre et de le vendre. Parce que sinon, il faudra en vendre trop pour que ça rapporte suffisamment pour payer les factures. Donc ça, c'est déjà une bonne chose de ton côté. Je vois que tu as déjà prévu de vivre de tes écrits et de tes créations comme la reliure. Ça, alors, par contre, je ne sais pas si la reliure, c'est quelque chose de rentable. Moi, je ne suis pas spécialiste là-dedans. Mais en tout cas, le fait de se diversifier, ça, c'est une très très bonne idée. Mon juge interne et mes croyances limitantes, ça, c'est ton gros problème. Alors, je ne vais pas te faire une séance de psy en direct. De toute façon, je ne sais pas si tu es là. Par contre, ce que je peux faire, c'est te conseiller un bouquin que j'ai trouvé très très bien, moi, sur le sujet, qui s'appelle, alors je ne peux pas vous le montrer parce que moi je l'ai en version audio. Le bouquin, ça s'appelle Estime de soi. Alors je ne sais pas si je vais vous l'aider dans le bon ordre, mais je crois que c'est ça. Estime de soi, confiance en soi et amour de soi. C'est de Patrick Rass. Il n'est pas très cher, je crois, qu'il doit être à 3 à 5 euros il doit être à 3 à 5 euros sur Amazon. Et donc c'est un livre sur l'estime de soi, la confiance de soi, l'amour de soi, parce que ce ne sont pas les mêmes choses. Et je l'ai trouvé très bien foutu, parce qu'il commence avec un petit questionnaire qui vous permet de vous faire votre auto-analyse en termes d'estime de soi, d'amour de soi et de confiance en soi. Et il est pas mal foutu et vous permet de bien vous placer par rapport à ça pour mieux assimiler ensuite tous les conseils et toute la partie plus théorique qui suit derrière. Il n'est pas très long en plus, si je me souviens bien, il doit faire dans les 150 ou 200 pages. Voilà, un petit conseil si vous avez un souci à ce niveau-là. Ce bouquin, il est très très bien foutu. Alors, tu as débuté un gros travail sur toi, les livres de développement personnel, tu as débuté une formation pour apprendre à écrire, puis à publier. Ben, ça, c'est génial. Tu fais déjà tout ce qu'il faut en faisant partie de ceux qui se bougent et qui apprennent et qui sont sans arrêt en apprentissage, qui sont en apprentissage continu pour s'améliorer et améliorer les choses. C'est très bien ça. Alors, se former, c'est génial. Moi, j'adore ça. Je suis sans arrêt en quête de formation ou de bouquins à lire pour m'améliorer. Je sais par expérience que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Je connais des gens qui sont sans arrêt en formation, sans arrêt en train d'apprendre des livres, etc., etc.
ce qui est déjà pas mal, ce qui est déjà plus que ce que font la majorité des gens, mais ils ne mettent jamais en pratique ce qu'ils ont appris. Et ça, c'est un piège dans lequel il y a beaucoup de monde qui tombe. C'est génial hein, de se former, mais si vous ne mettez pas en pratique derrière, ça ne sert à rien. Donc, gardez bien ça à l'esprit. Quand vous lisez un article de blog, quand vous lisez un bouquin pratique sur comment écrire ou comment vendre vos livres, ou quand vous faites une formation en ligne, ou en présentiel d'ailleurs, peu importe, gardez bien ça à l'esprit que ça ne s'arrête pas à la fin de la formation. La formation, ce n'est que le début. Ensuite, vous devez faire la liste de toutes les actions que vous allez mettre en place, que vous allez mettre en pratique pour mettre cette formation, ce bouquin, cet article de blog à profit. Lire, se former, malheureusement, ça ne suffit pas. Ensuite, je dois donc concilier écriture, travail alimentaire, sans compter ma vie de campagne de mère. Comment faites-vous pour réussir à tout faire? Personnellement, une fois rentré, je suis tellement épuisé que même ma vie personnelle est difficile à gérer. Donc, comme je te le disais, comment j'arrive à tout faire? Je dors peu. C'est un des avantages de l'insomnie. Enfin, après, je ne vous conseille pas d'être insomniaque pour ça, hein, ça n'en vaut pas la peine. Est-ce que tu es là? Oula, j'ai vu qu'il y avait plein de... Je loupe vos commentaires, je fais un peu tout en même temps du coup. Dans tous les salons que je fais, à part les retraités, on a tous un travail majeur. Voilà, Isabelle qui me dit, tu as raison, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Est-ce que la personne qui m'a envoyé ce questionnaire est présente, est en ligne? A priori, non. J'aurais bien aimé savoir si tu avais toujours ce même problème pendant la période de confinement. Tu vois, ça m'aurait donné une petite indication supplémentaire. Après, peut-être que tu travailles pendant la période de confinement, hein, il y en a. Euh, alors, une chose est sûre, la gestion du temps, ça c'est un gros problème. J'ai écrit plusieurs articles sur le sujet. Une chose est sûre, c'est que on est tous égaux par rapport à ça. Toutes nos journées font 24 heures. Et il y a des personnes qui arrivent à se débrouiller pour écrire, il y a des personnes qui n'y arrivent pas. Comme je te disais, j'ai fait plusieurs articles sur le sujet, je t'invite à les lire. Souvent, la grande différence qu'il y a entre ceux qui y arrivent et ceux qui n'y arrivent pas, c'est que ceux qui y arrivent, tout simplement, ils prennent ce temps dont ils ont besoin. La question n'est pas de... Il ne faut pas attendre que ce temps, tout d'un coup, devienne disponible, parce que ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera à jamais. Il faut d'abord voir où tu en es au niveau de ta motivation. Qu'est-ce qui te motive le plus, tu vois? Est-ce que tu es plus motivé pour écrire? Je vais prendre une... Ça va être très caricatural ce que je vais dire. Mais est-ce que tu es plus motivé pour te coller devant ton PC et écrire ton bouquin? Ou est-ce que tu es plus motivé pour te coller dans le canapé et regarder Facebook ou regarder Netflix? Tu vois, déjà, ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Parce que du temps libre, je ne sais pas ce que tu fais comme travail, je ne sais pas combien tu as d'enfants, je ne sais pas, voilà, je ne connais pas ta vie, mais je suis sûr à 99% que du temps libre, tu en as. On en a tous. La difficulté, souvent, c'est de sacrifier une activité que tu aimes, mais qui va probablement moins t'apporter de plus-value, qui va moins t'apporter de valeur par rapport à l'écriture. Et donc, il faut que tu identifies ces activités qui t'apportent moins de valeur, qui sont agréables, qui sont satisfaisantes à très court terme, hein, sur le moment, mais il faut que tu prennes la décision de sacrifier ces activités-là pour mettre à profit ce temps que tu vas gagner pour écrire. Ça, c'est la première chose à faire. Peut-être que tu passes du temps sur Facebook ou sur Instagram ou sur Twitter, peu importe. Peut-être le temps que tu passes à prendre l'apéro ou à regarder la télé. Voilà, y en a forcément un. Donc, identifie-le et prends sur toi d'en faire le deuil, de le laisser tomber et à la place de faire ça, de te mettre devant ton clavier et de te mettre à écrire. Ça, c'est la première chose à faire parce que je te garantis que du temps libre, je suis quasiment sûr que tu en as, sans te connaître. Ensuite, la deuxième chose qui est à faire, c'est d'avoir une conversation avec ton compagnon, ta compagne, pour lui expliquer clairement les choses.
Euh, Après, je veux pas non plus m'immiscer dans ton ménage, mais simplement pour lui dire, voilà, écoute, moi, je veux écrire, je veux être un auteur, je veux publier un roman, c'est important pour moi, et j'ai besoin d'avoir 20 minutes, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, peu importe, tous les jours. Adeline, ah donc c'est toi qui a, est-ce que c'est toi qui me dit merci beaucoup, je vais essayer, est-ce que c'est toi qui m'as envoyé ce questionnaire-là? Est-ce que c'est toi? Non, c'est pas toi. Bon, en tout cas, tu prends le conseil à à ton compte et tu as raison. Donc oui, de prendre une conversation, un temps d'échange avec Norman qui me dit sacrifier l'apéro hors de question. Mais tu peux toujours te prendre un verre de vin pendant que tu écris, Norman. Il y a pas de souci, je t'empêche pas de prendre l'apéro, mais tu peux prendre l'apéro et écrire en même temps. Voilà, on peut ménager la chèvre et le chou. Euh, le, Ah d'accord, le temps de réponse est long. Donc c'est toi, Adeline, mais le temps que tu écrives, c'est un petit peu, ça met longtemps à arriver. Ok. Donc voilà, la deuxième chose à faire, c'est de prendre un temps d'échange avec ton compagnon, avec tes enfants, et de leur expliquer que écrire un bouquin, c'est important pour toi, et que tu as besoin d'être tranquille. Tu as pendant une heure, une demi-heure chaque jour, chaque semaine, et que tu dois pouvoir t'enfermer dans un endroit de ta maison, fermer la porte et leur dire, vous ne me dérangez sous aucun prétexte, vous ne rentrez dans cette pièce, dans ce bureau, dans cette chambre, que si la maison prend feu. Voilà, c'est une entente, c'est un pacte que tu fais avec eux. Tu peux faire des compromis et leur dire, en échange, voilà, on partira en week-end, on fera, enfin, voilà, c'est un échange, il faut que chacun y trouve son compte. Mais c'est une bonne solution euh, pour trouver du temps pour écrire. Alors la deuxième méthode, qui n'est pas de moi, qui est d'une auteure belge, si je ne m'abuse, qui s'appelle Aurore Drey, que vous connaissez peut-être. Alors elle a une technique plus voilà, différente pour trouver du temps pour écrire, mais j'ai bien aimé sa façon de faire, donc je vous la retranscris. Elle utilise chaque minute de libre pour écrire. Elle va, Elle prend le train pour aller travailler. Elle a une espèce de petite tablette avec un clavier physique. Hein. Elle ne fait pas ça sur écran tactile, je crois pas. Et elle l'a toujours avec elle, dans son sac à main, enfin, dans sa sacoche, peu importe. Et elle le sort à chaque fois qu'elle a une minute de libre. Elle attend son train, elle sort, son train arrive dans 2 minutes, elle sort sa tablette, elle écrit pendant 2 minutes. Le train arrive, elle range sa tablette. Elle va à la cafétéria, au restaurant, elle attend d'être servie, elle sort sa tablette, elle écrit une ligne, un paragraphe, une page, ce qu'elle peut pendant le temps qui lui est donné. Et comme ça, alors ça lui demande, je pense que ça doit quand même lui demander un bel effort de concentration pour rentrer dans son livre comme ça quasiment immédiatement. Mais comme ça, elle arrive à écrire tous les jours pendant 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, mais tout compressé à la fin de la journée, elle a peut-être écrit une heure et demie, 2 heures. Voilà, ça c'est une méthode que je n'applique pas moi personnellement, mais je connais quelqu'un qui le fait et a priori ça marche. Prochain. Alors, le questionnaire. Vivre le rêve. Vivre de mes écrits. Ok. Quel est votre plus gros problème pour y arriver? Alors, je suis au Mexique. Il m'est donc difficile de trouver un distributeur pour placer mes livres dans les librairies françaises, belges et suisses. Jusqu'à présent, je les vends sur Amazon. Ok. Adeline qui me dit merci infiniment, mais avec plaisir, Adeline. J'espère que ça va fonctionner. Alors, j'ai un petit peu du mal à comprendre le problème. Je suis au Mexique et il m'est donc difficile de trouver un distributeur pour placer mes livres dans les librairies françaises, belges et suisses. Jusqu'à présent, je les vends sur Amazon. Très bien. Pourquoi est-ce que tu veux... Est-ce que tu es là? Pourquoi est-ce que tu veux mettre absolument tes livres en librairie? C'est important pour toi? Parce que j'ai un petit peu de mal à comprendre. Après, si c'est ton objectif d'être en librairie, ok, hein, je comprends, mais euh, on a la chance aujourd'hui d'être dans une époque qui a ses défauts, hein, je ne dis pas le contraire,
mais qui nous offre cette opportunité de pouvoir être complètement nomade. Regardez, aujourd'hui, moi je suis à Carcassonne, il y en a qui sont sur Paris, sur Lyon, il y en a qui sont en Suisse, il y en a qui sont en Belgique, et pourtant on arrive à se parler. C'est une... Ah, oui, il y a Olivier qui me dit, et il a raison, je pense pas qu'il soit là, Jérôme, il y a 8 heures de décalage avec le Mexique. Et effectivement, dans le questionnaire, elle avait mis, désolé, je peux pas venir, donc autant pour moi. Donc voilà, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi tu veux absolument mettre tes livres en librairie en France, en Belgique et en Suisse. On a cette chance de pouvoir être complètement nomade, de pouvoir être à Tombouctou et de pouvoir écrire et de mettre ses livres en ligne et de pouvoir les vendre sur des plateformes comme Amazon ou Kobo ou la Fnac. Donc je vois pas trop pourquoi se prendre la tête avec les librairies. C'est mon, c'est ma réaction, hein. Après, il y a sûrement une bonne raison à ça, mais là, tout de suite comme ça, je la comprends pas. Que faites-vous pour surmonter cet obstacle? J'ai demandé à un magazine littéraire, une personnalité qui habite Paris, de me recommander une société de distribution qui accepte de travailler avec une petite maison d'édition comme la mienne. Je n'ai reçu de réponse de leur part. Je n'ai pas reçu de réponse de leur part. Bon, ok. Est-ce que tu as une question précise? Pas vraiment. Malgré les difficultés, j'ai fait ma publicité sur Facebook moi-même, mais jusqu'à présent, ce n'est pas encore rentable. J'ai l'impression que ton problème, il tient plus de ta stratégie marketing que d'une distance avec les librairies en France ou en Europe. J'ai l'impression que ton problème, j'ai plutôt l'impression qu'il est là, moi. Après, je dis ça avec le peu d'informations que j'ai. Parce que avec Amazon, tu as, on pense qu'on veut d'Amazon, mais avec Amazon, tu as accès à 50% du marché français du livre. Ce qui est quand même pas rien. Et si tu ajoutes Kobo ou eBook, tu dois être, bon, j'ai pas les chiffres, mais je pense que tu dois être à 60 ou peut-être même pas loin des 70%. Donc tu as largement assez de marché, assez d'ouverture avec les plateformes en ligne pour vendre tes livres. Tu en as fait, tu en as fait moins de 3, entre un et 3. Ok. Mais j'ai plutôt l'impression qu'il est là, ce souci, qu'il est sur ta stratégie marketing. Alors, pour résumer ça très grossièrement, hein, parce qu'il y a des dizaines et dizaines de bouquins qui ont été écrits sur le sujet, je vais pas résumer ça en si peu de temps. Tu as deux façons d'orienter ta stratégie marketing. Soit tu décides de faire de la pub payante. Tu as les moyens, tu décides d'allouer un budget à la promotion de tes livres. Beaucoup le font. Et à ce moment-là, donc si ce n'est pas ton métier, si tu n'es pas un professionnel du marketing, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de faire appel à un professionnel parce que la publicité Facebook, je m'y suis essayé, franchement, c'est compliqué. C'est très 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 compliqué. Il y a beaucoup de gens qui se sont cassés les dents. Moi, ça s'apprend. Ça s'apprend, il n'y a pas de souci. Mais ça demande un investissement en temps et en argent qui est loin d'être négligeable. Donc, moi, je vous conseille de passer par un pro de la pub si vous voulez, si c'est ce que vous voulez faire. Ou alors de suivre une formation et d'investir dans votre propre amélioration pour améliorer vos pubs Facebook. Voilà, pub payante, ça c'est une stratégie. Ensuite, il y a une autre stratégie qui est celle que je recommande personnellement, c'est celle du gratuit. C'est celle du marketing de contenu. Alors, ça suppose, c'est plus lent, ça va moins vite, mais c'est gratuit. Et je trouve que ça permet d'établir une meilleure relation entre l'auteur, entre vous et vos lecteurs. Ça consiste à faire tout simplement à avoir un site internet qui ne soit pas simplement une vitrine, hein, bon, un blog, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Et de produire des publications régulièrement,
une fois par jour, une fois, ça existe, hein, une fois par jour. Il y en a qui le font une fois par jour, une fois par semaine. Moi, je me suis fixé une fois par semaine. Il y en a qui font une fois par mois. Une fois par mois, c'est un petit peu léger. Moi, je pense qu'une fois par semaine, c'est le minimum, hein. Je recommanderais pas de faire moins. De capturer les adresses email des gens qui viennent sur ton site. Alors, ça veut dire que cette publication, que ce contenu que tu vas publier très régulièrement sur ton site, via des articles ou via une newsletter, ça veut dire que tu leur apportes, ils doivent avoir de la valeur. Il faut que les gens aillent sur ton site en se disant, je vais apprendre quelque chose, soit je vais me distraire, c'est une possibilité, soit je vais apprendre quelque chose. C'est plus ou moins les deux sujets sur lesquels tu peux te positionner. Et donc, ce marketing de contenu, c'est toute la différence avec un contenu qui est un marketing d'interruption, je veux dire. C'est-à-dire, le marketing d'interruption, c'est la pub au milieu des films. Vous êtes en train de regarder votre film, pam, page de pub, vous êtes sorti du film que vous étiez en train de regarder, et on vous balance de la pub, tiens, mange. Le marketing de contenu, c'est le contraire. Ça consiste à attirer les gens sur votre site en leur proposant quelque chose dont ils ont besoin. Voilà, en leur apportant de la valeur gratuitement et en faisant ça pour eux, pour les aider à s'améliorer, pour les distraire, pour leur donner des infos, enfin bref, pour leur donner quelque chose qui les intéresse. Je trouve que c'est beaucoup plus efficace. Alors ça ramène moins de monde forcément, mais ça ramène une audience des lecteurs de meilleure qualité parce que vous savez que ces gens qui viennent sur votre site, ils sont intéressés par ce que vous faites. Voilà, c'est une audience de meilleure qualité. Ils sont moins nombreux, mais ils sont plus intéressés, donc plus susceptibles d'acheter ce que vous allez avoir à vendre, comme votre livre, évidemment. Mais ça, c'est une règle qui est valable dans absolument tous les secteurs d'activité. Donc voilà, grosso modo, en stratégie marketing, les deux options qui s'offrent à toi, pub payante ou marketing de contenu, qui est gratuit, qui est plus lent, mais qui est tout aussi efficace à terme. Alors, le suivant veut être édité par une maison d'édition. D'accord. Quel est votre plus... Enfin, je passe assez rapidement sur cet objectif parce que j'en ai déjà parlé au début de ce live. Quel est votre plus gros problème pour y arriver? Les maisons d'édition traditionnelles répondent systématiquement par la même formule négative. Ok. Que faites-vous pour surmonter cet obstacle? Lire des livres, voir Twitter, d'accord, et consulter des blogs. Est-ce que tu as... Non, tu as déjà publié plus de 3 romans en auto-édition, alors je suppose, si tu as eu des refus des maisons d'édition. Si tu as publié plus de 3 romans, j'imagine que c'est en auto-édition. Alors, il y a toujours le blog de Cécile Enroll, hein, que je recommande si jamais votre objectif c'est d'être édité par une maison d'édition. Ensuite, alors je ne sais pas pourquoi tes manuscrits sont refusés par les maisons d'édition. Peut-être que ça vaudrait le coup de faire appel à un coach littéraire. Tu fais appel à un coach littéraire pour avoir... alors déjà pour avoir un retour, savoir exactement ce qui ne va pas dans les manuscrits que tu leur envoies, de savoir d'après le coach, qu'est-ce qui peut poser problème. Et puis ensuite pour te faire conseiller. Alors là par contre, ouais, c'est pareil, j'ai pas beaucoup d'expérience sur le sujet. J'ai aucune idée de combien ça coûte. Je pense qu'il doit y avoir, il n'y a pas de règle hein, là-dessus, je pense qu'il doit y avoir tout et son contraire, à boire et à manger, comme on dit. Donc renseigne-toi sur les coachs littéraires, ça peut peut-être être une bonne solution. Ensuite, il y a un site qui permet d'avoir un retour sur son bouquin. C'est un site qui est très très bien foutu, qui s'appelle Eptalone. Heptalone. Alors je ne sais plus si c'est .fr ou .com. Alors c'est complètement gratuit. C'est un site qui permet, tu leur envoies ton manuscrit. Donc il y a plusieurs lecteurs qui sont formés, à mon avis. Je ne les connais pas personnellement, mais vu les références qu'ils font, je pense qu'ils sont formés.
et tu leur envoies ton manuscrit et eux vont ils vont le lire et ils vont te faire un retour sur ton manuscrit en te disant très exactement ce qu'ils en pensent. C'est très constructif, très bienveillant. Hein, ils cherchent pas, tu te fais pas descendre, mais ils t'encensent pas pour rien non plus. C'est plutôt bien foutu. Ils t'envoient un courrier où ils te disent exactement ce qu'ils ont pensé de ton roman, quelles sont ses qualités et quels sont ses défauts. Voilà. Et ça, je trouve que leur service est très bien fait. Encore une fois, il est gratuit. Le mais, il y a toujours un mais, c'est que pour un service de qualité gratuit, eh bien, ils sont très, 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 très demandés. Et à partir du moment où tu as envoyé ton manuscrit à Eptalone, tu as en moyenne 6 mois d'attente avant de recevoir le retour. Voilà, donc malheureusement, ils ne sont pas assez nombreux, mais c'est un bon moyen de savoir, d'avoir un retour objectif, constructif, par des gens qui de toute évidence s'y connaissent, pour voilà, avoir une idée de ce qui va ou de ce qui ne va pas dans ton bouquin. Alors, quel est ton rêve en tant qu'auteur? Oh, toi, auteur anonyme. Être édité par une maison d'édition, décidément. Euh, Mon plus gros problème, réaliser une œuvre qui étire la sauce de l'intrigue assez longtemps pour laisser le lecteur en haleine, et pas que l'intrigue prenne fin trop rapidement sans viande autour. Sans viande autour. C'est intéressant. Sans blabla, quoi, je suppose. Alors, Isabelle qui nous dit gagner un concours d'éditeur, ce qui suppose avoir un très bon roman à lancer en tant d'auteur. Oui, alors, j'ai du mal à comprendre ce que tu nous mets, Isabelle. D'accord. Gagner, ça c'est un conseil pour avoir un retour sur ton roman. Gagner un concours d'éditeur, ce qui suppose avoir un très bon roman à lancer en tant qu'auteur. Anne-Gaëlle Lyon, ou les concours sur Nouvelle Plume, ou les nouveaux auteurs. Mais attention au risque de plagiat. Et merci pour être talon. D'accord. Oui, c'est vrai. C'est un très bon conseil également. J'y ai pas pensé, mais tu as raison. Faire des concours. Faire des concours de nouvelles. Moi, j'en ai fait. J'aime bien faire les concours de nouvelles parce qu'ils ont, en général, on part avec un thème qui est contraignant et moi, j'aime bien partir. Voilà, j'aime bien partir avec un thème. Ça me motive et ça permet. Alors, t'as même rarement un retour constructif sur ce qui allait, sur ce qui allait pas. En général, on te dit vous êtes reçu ou vous n'êtes pas reçu, quoi. C'est ça qui est un petit peu gênant. Mais en tout cas, ça permet de s'améliorer. Ça peut permettre, si on essaie plusieurs types d'écriture, plusieurs styles, euh, ça peut permettre de s'améliorer et de chercher un petit peu, de trouver sa voie pour améliorer ses textes et à terme d'envoyer un manuscrit aux maisons d'édition qui soit recevable. Cécile Timard qui demande pour Eptalone, pas de risque de se faire plagier. Alors, ils ont une charte dans laquelle ils s'engagent à ce que les manuscrits soient gardés voilà, soient lus, soient complètement confidentiels et pas du tout diffusés. En tout cas, si moi, à ma connaissance, il n'y a jamais eu de souci. Je ne crois pas. Ils sont très honnêtes à ce niveau-là. Après, comme je vous l'ai dit, je ne les connais pas personnellement. Hein. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de risque. Le risque zéro n'existe pas. Peut-être le plus simple, c'est de s'envoyer son manuscrit par recommandé avant de l'envoyer à Uptalone. Mais je pense que le risque est très, je pense que le risque est très faible. Oui, Oliver, pardon, qui nous envoie oui, je le connais ce site, il est pas mal, il est pas mal, qui nous envoie un site concoursnouvelles.com qui répertorie tous les concours de nouvelles. Et c'est vrai qu'il est pas mal parce c'est un grand tableau avec tous les concours de nouvelles qu'on peut classer en fonction de la date d'échéance, qu'on peut classer en fonction des récompenses qui sont données. Et Isabelle qui nous dit, d'accord. Ah, t'as rencontré ton éditrice à travers des concours de nouvelles. Super. Alors, je continue. Ah oui, donc j'en étais là. Être édité par une maison d'édition, réaliser une œuvre qui tire la sauce de l'intrigue assez longtemps pour laisser le lecteur en haleine, et pas que l'intrigue prenne fin trop rapidement sans viande autour. Qu'est-ce que tu fais pour surmonter cet obstacle? M'inspirer de romans déjà lus. Ok. Et tu n'as écrit aucun
roman, enfin tu n'as rien publié pour le moment, et la question, avez-vous des conseils pour écrire une trilogie? Oui. Alors, putain, je bois un petit coup parce que ça commence à... Alors, mon premier conseil, en ce qui concerne l'écriture d'une trilogie quand on n'a encore rien publié, c'est de ne pas en faire. C'est un petit peu comme si tu décidais de te mettre au footing et de commencer directement par un marathon. Tu vois, tu as peu de chances d'y arriver. Une trilogie, c'est jamais qu'un roman one-shot sur 3 bouquins avec beaucoup, énormément plus de matière que sur un livre. Mon premier conseil, sincèrement, ça serait de ne pas commencer par une trilogie. Oliver qui dit, mais si, parce que toi, tu as commencé par une trilogie. Oui, mais toi, tu as commencé par une trilogie. Tes 2 premiers bouquins, c'était des recueils de nouvelles, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Là, je suppose que la personne qui m'envoie ça, c'est une trilogie, ce sont 3 romans qui se suivent. C'est incroyablement difficile de faire une trilogie. Déjà, écrire un roman tout seul, c'est loin d'être évident. Mais étirer ça sur 3 bouquins, ça peut vraiment être très 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 compliqué. Moi, mon premier conseil, ça serait de te faire les dents d'abord sur un one-shot. Fais-en un, fais-en deux, fais-en trois. Et ensuite, quand tu auras pris tes aises, quand tu auras pris tes marques, là, tu pourras t'attaquer à une trilogie. Mais même 3 bouquins, c'est... Voilà, fais-toi les dents d'abord sur des one-shots. Euh, ou alors sur une série, mais alors avec des... Sur une série avec des intrigues indépendantes. Parce que une trilogie, c'est coton, hein. Il faut avoir un fil conducteur, il ne faut pas que ce soit répétitif. Il y a vraiment une structure qui est très particulière pour les trilogies. Enfin, moi, je me suis un petit peu renseigné sur le sujet. Euh, je me sens pas d'attaquer une trilogie maintenant. Enfin, pas au niveau où j'en suis. Euh, le premier volet, en général, ma référence en trilogie, c'est Le Seigneur des Anneaux. Parce que je le trouve incroyablement bien équilibré. Tu vois, par exemple, la communauté de l'anneau, il y a un gros focus qui est fait sur les personnages et la charge émotionnelle qu'il y a dans les personnages. Euh, Ensuite, on va suivre la communauté de l'anneau pendant tout le bouquin, et à la fin de la communauté de l'anneau, il y a une rupture. Frodon part de son côté avec Sam, et le reste de la communauté de l'anneau va suivre ses aventures de son côté. Dans les 2 tours, il y a plein de nouveaux personnages, il y a plein de nouveaux lieux, de nouveaux emplacements. Il faut faire grandir psychologiquement tous les personnages. Euh, ouais, il y a Norman qui dit on peut être surpris quand on écrit son one shot de voir qu'une fois fini, on commence à avoir des idées pour une suite. Alors oui, là on est dans le cas d'une série. Une série, quand tu commences ta série, tu prévois pas forcément la fin. Alors que sur une trilogie, c'est quelque chose qui est quand même bien arrêté. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Tu dois quand même avoir une intrigue que tu puisses, enfin une intrigue, des intrigues. Il y a une intrigue principale, mais il faut une myriade d'intrigues secondaires si tu veux pouvoir tenir ton lecteur en haleine sur 3 bouquins. Alors que sur une série, tu vas avoir chaque bouquin peut être fait de façon plus ou moins indépendante. Il y a un fil rouge, mais je trouve que c'est moins compliqué, paradoxalement, de faire une série plutôt que de faire une trilogie. C'est mon avis en tout cas. Oui, donc j'en étais deuxième tome, des nouveaux personnages, des nouveaux lieux, de nouveaux conflits, parce qu'il faut entretenir la tension dramatique. Et ensuite, dans le troisième tome, tu as la résolution de tous les conflits. Enfin, en gros, c'est un peu foutu comme un seul bouquin, mais sur 3. Et la grosse difficulté, c'est d'avoir suffisamment de matière à mettre dans 3 bouquins pour faire durer ton histoire et tenir ton lecteur en haleine pendant tout ce temps. C'est pas évident, quoi. Voilà. Donc, je vais pas faire plus de digressions sur le sujet. Mon conseil, c'est de ne pas commencer par une trilogie. Après,
Alors, Isabelle qui dit, c'est mon cas, à la fin du tome, on a bouclé le cycle du premier méchant, mais les autres situations de problème se profilent. Je bois du petit lait à t'écouter. Bon, écoutez, ça fait plaisir de voir que je dis pas que des conneries. Euh, allez, je passe au suivant, parce qu'on en est à 10h55, et oui, déjà, mon Dieu, ça passe vite, ça passe trop vite. Alors, quel est votre rêve en tant qu'auteur? Créer une saga aussi célèbre qu'Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, Le Trône de Fer. Ambitieux. Quel est votre plus gros problème? L'élément déclencheur est le sujet principal qui ne me semble pas attirant et originaux. Ok. Qu'est-ce que tu fais pour surmonter ça? Je lis des livres de préparation d'Orson Scott Card, très bon bouquin. Et tu as une question. J'hésite à avoir plusieurs personnages de point de vue. Comment gérer l'alternance entre eux sans perdre le lecteur? Ok. Alors, pour l'élément déclencheur, le sujet principal, qui ne me semble pas attirant et originaux. Je vais durer le suspense avec ma bouteille d'eau. Est-ce que tu as essayé de t'imposer une contrainte? Je m'explique. Je... On peut croire que s'imposer une contrainte, ça va être quelque chose qui va rendre l'écriture ou l'invention de l'histoire plus compliquée. Et en fait, je peux te garantir que ce n'est pas le cas. Je fais de l'improvisation théâtrale. Et donc l'improvisation théâtrale, pour ceux qui ne connaissent pas, on tire un thème, on a 20-30 secondes de préparation, et ensuite on doit improviser une histoire, une scène devant un public. Alors c'est très souvent, en général, il y a le thème, et il y a ce qu'on appelle la catégorie, c'est-à-dire la façon dont il va falloir jouer l'improvisation. Alors ça peut être de jouer la scène comme dans un western, ça peut être de jouer la scène comme dans un péplum. Voilà, il y en a plein. Euh, Très souvent, les spectateurs, le public, sont impressionnés quand on a des catégories qui sont très contraignantes, parce qu'ils se disent, waouh, ça doit être vachement plus dur de respecter la catégorie plutôt que quand on fait une improvisation qui soit libre. Et en fait, pas du tout. Parce que quand on te donne un thème, quand on te donne un sujet, tu as ton imagination qui a tendance un petit peu à partir dans tous les sens. C'est un peu moi, j'ai toujours comparé l'imagination à un cheval fou. Un cheval fou, il va partir dans les plaines, il va courir à fond en ligne droite, et puis il va te prendre à gauche, et puis il va reprendre à droite, et puis il va partir dans l'autre sens, puis il va aller boire un coup, et puis il va repartir dans les plaines, et puis voilà. Et on a du mal à le canaliser, très souvent. Et la contrainte, ça a ce pouvoir de canaliser justement ton imagination, de la mettre un petit peu sur des rails. Et parce que tu veux respecter cette contrainte. Et du coup, tu te retrouves à être beaucoup plus précis et beaucoup plus clair dans ta tête sur ce que tu veux faire. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc peut-être que si ton élément déclencheur, ton sujet principal ne te semble pas attirant ou original, peut-être qu'en te fixant une contrainte, quelque chose qui soit un peu fou, pourquoi pas, ça pourrait peut-être t'aider à trouver le point de départ. Je te donne un exemple. Imagine un roman policier sans crime. Pourquoi pas? Voilà, tu pars de ça, tu fais un roman policier, il n'y a pas de crime. Ça, c'est ta contrainte. Qu'est-ce que tu peux faire en partant de ça? C'est un exemple. Après, tout dépend de ce que tu peux faire. Mais voilà, ça peut être une solution. Ensuite, ta question, c'était, j'hésite à avoir plusieurs personnages de point de vue. Comment gérer l'alternance entre eux sans perdre le lecteur? Tu fais un chapitre par point de vue. Plutôt, euh, c'est très efficace. C'est très efficace. J'ai en tête La part de l'autre d'Eric Emmanuel Schmitt, où il retrace la vie d'Adolf Hitler de deux points de vue complètement différents.
D'un côté, c'est la vie de Adolf Hitler qu'on connaît, et de l'autre côté, c'est la vie d'Adolf Hitler s'il avait été reçu à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne. Je vous conseille ce bouquin qui est absolument formidable. Si vous ne l'avez pas lu, franchement, jetez-vous dedans, il est absolument génial. Donc on a, alors, quand il l'appelle Hitler, c'est le Hitler qu'il connaît, et quand il l'appelle Adolf, c'est l'Adolf Hitler qui a été reçu à l'Académie des Beaux-Arts. Et en fait, il fait un chapitre pour chacun. Chapitre 1, il parle d'Hitler. Chapitre 2, il parle d'Adolf. Et voilà, et comme ça, en alternance, il tourne sur les deux. Et ça marche très très bien. En plus, là, on est sur le même personnage, dans des situations complètement différentes, mais on est sur le même personnage. Et on suit très très bien le déroulement de l'histoire. Il y a, il y a pas de souci. Il y a Cécile qui dit oui, c'est génial. Ouais, non, je suis un grand grand fan de ce bouquin. Alors, une chose quand même que je ferais, moi, si tu as beaucoup de points de vue différents, c'est un petit peu à la Game of Thrones, hein, c'est un petit peu la référence dans ce domaine-là. Moi, je me ferais une frise du temps sur ton récit. Euh, une flèche, hein, comme on a appris à l'école, avec d'une extrémité, c'est le début de ton histoire, et à l'autre extrémité, c'est la fin de ton histoire, avec des points de référence qui soient précis, hein, sur ta ligne du temps, et pour pouvoir y placer à chaque fois tes chapitres et tes points de vue différents, pour pas te paumer dans la ligne temporelle, parce qu'on a souvent tendance à l'oublier ça, et ça peut créer des incohérences qui sont dérangeantes. Voilà, moi je me ferai un petit outil comme ça sur une frise du temps sur ton récit, pour pas te paumer. Alors, quel est ton rêve en tant qu'auteur, toi? Vendre davantage de livres vendre davantage de livres, se faire repérer dans la masse de livres auto-publiés. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui publient en auto-édition dans l'espoir d'être repérés par les maisons d'édition. Pourquoi pas? Quel est votre plus gros problème pour y arriver? La promotion, les techniques marketing. Que faites-vous pour surmonter ces obstacles? Consulter des blogs, lire des livres, échanger avec des auteurs. Ok. Tu as publié plus de 3 romans et tu as une question précise, la reconstruction du roman après le premier jet. Ok. Alors, la reconstruction du roman après le premier jet. Est-ce que tu es là, toi, qui m'as posé cette question? Est-ce que tu es là? Non, tu n'es pas là. C'est pas grave. Alors, je vais te dire comment moi je fais. D'abord, je commence par imprimer mon premier jet. C'est pas écolo, mais tant pis. Vous avez le droit de me jeter des tomates hein, si vous en avez envie. D'autant plus que je fais attention à ne pas l'imprimer en recto verso. Je ne l'imprime qu'en recto, et ça c'est très important pour moi, parce que du coup je me retrouve, quand j'ai mon manuscrit, je me retrouve avec mon recto qui est une page blanche, et en face le verso avec une page de mon histoire. C'est très très important parce que ça me permet de relire tout mon bouquin, et ensuite, après un petit moment, hein, c'est toi, Laure. Ah, on en a une. Ouais. Alors, attends, pourquoi je t'ai demandé nanana, consulter des blogs. Voilà, la reconstruction du roman après le premier jet. Est-ce que ton premier jet sur la reconstruction de ton roman, c'est-à-dire tu parles de toutes les étapes de ton roman, comment tout remélanger et tout revoir, ou tu parles de la réécriture? C'est de la réécriture que tu parles? Alors, on attend, je suis désolé, on attend, c'est un petit peu long, hein, il y a un délai de réponse qui est un petit peu long. Bon, en attendant, je continue ce que je vous disais hein, tout à l'heure. Ouais, donc je vais me retrouver avec une page de mon roman, une page blanche en face, et donc je vais relire toute mon histoire. Alors, en général, je la laisse toujours dormir pendant un mois, même des fois deux, dans un tiroir, sans la regarder. Pourquoi? Parce que ça m'évite. Enfin, je fais jamais ça juste après avoir terminé le premier jet.
Moi, j'ai des histoires, j'en ai plusieurs même, qui sont dans un coin de mon ordi que j'ai pas regardé depuis un bon mois. Elles attendent c'est la réécriture. D'accord, bon, ça tombe bien. La- Elles attendent que j'ai pu prendre de la distance par rapport à mon premier jet, parce que tant que tu as la tête dans le guidon, tu ne vois pas les erreurs. Tu vois pas, tu les vois pas, c'est pas possible. Tu es trop dans ton bouquin, tu es trop dans ton histoire pour pouvoir voir tes erreurs. Donc il faut faire de la procrastination utile. Tu prends ton histoire, ton roman, ta nouvelle, peu importe, et tu la mets de côté et tu ne la touches pas pendant au moins un mois. Minimum. Enfin, moi-même, j'en mets 2. Après, il y en a qui ont besoin de moins de temps, mais voilà, moi, c'est au moins un mois. Voilà, laisse dormir plusieurs mois, c'est Isabelle qui dit ça. Quand on reprend, on pleure, mais on corrige vraiment. Alors, c'est exactement ce que j'allais dire. En général, quand on reprend son texte au bout d'un mois ou deux, on le relit et on se dit, mon Dieu, quelle horreur! Et c'est monstrueux. Comment est-ce que j'ai pu écrire une bouse pareille? Ça, je confirme, moi, ça me fait exactement la même chose. C'est c'est absolument horrible de se relire avec 2 mois d'écart. On a vraiment l'impression que ton premier réflexe, c'est de vouloir appuyer sur delete sur le clavier, de mettre ce que tu as fait à la corbeille parce que tu trouves que c'est nul, nullissime. C'est c'est à vomir par terre. Alors surtout, ne le fais pas. C'est complètement normal. C'est une réaction complètement normale. Donc une fois que tu t'es remise du choc, euh, voilà, moi comment je fais? J'imprime en recto. J'ai ma page d'écriture, ma page blanche, je relis. Et sur ma page blanche, en face, je prends des notes sur ce qui ne va pas, ou sur ce qui va, ou ce qui doit être changé, ou enlevé, ou ajouté, sur la page blanche en face. OK? Ça me donne voilà, toutes les indications de ce qui va et ce qui ne va pas. Et puis ensuite, bah, tout simplement, chapitre par chapitre, je réécris en appliquant les modifications que je me suis noté pendant ma relecture. Ça me donne un deuxième jet, et c'est seulement à partir du deuxième jet que je vais m'intéresser au style et au rythme de mes phrases. D'ailleurs, ça peut impliquer le style, le rythme, ça peut impliquer une réécriture partielle. Je ne dis pas que c'est... Voilà, ça c'est ma méthode. Je ne dis pas que c'est la méthode absolue, mais c'est celle que j'applique qui me convient, moi, plutôt bien. Il y a des gens il y a des auteurs qui réécrivent de très nombreuses fois. J'en connais une notamment qui a réécrit son premier roman, je ne vous mens pas, 22 fois, en intégralité. C'est-à-dire qu'elle n'a pas juste repris un paragraphe par-ci, par-là. Non, non, elle a réécrit son roman en intégralité 22 fois. Ça, pour moi, c'est trop. Elle, ça lui convient, tant mieux. Euh, mais une réécriture, deux, trois, c'est déjà bien. C'est déjà très, très, très bien. Moi, personnellement, j'irai pas plus loin. Déjà, une réécriture, je vais vous dire, c'est plus que ce que font beaucoup d'auto-édités. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Laure? Ou est-ce que tu veux en savoir un petit peu plus? Je vais en profiter puisque tu es là. Bon, je vais continuer en attendant de voir ton retour. Alors, quel est votre rêve en tant qu'auteur? Vivre. Merci, merci pour tous ces conseils. J'ai été lâché par ma co-auteur au moment de la réécriture et ma correction d'orthographe de notre première romance. Avec je suis reparti sur un nouveau roman avec difficulté, ayant toujours en tête le nom. Ok. Il y a Gridou qui me dit Bernard Werber a réécrit 57 fois Les Fourmis. Effectivement. Et Laure, oui, j'ai répondu à ta réponse, à ta question. Écoutez, c'est parfait. J'en suis absolument ravi. 57 fois Les Fourmis, je ne savais pas. Ah oui, c'est impressionnant, oui. 57 fois. Bon, bah écoutez, comme quoi, hein, il y en a qui vont loin et ça leur réussit, parce que Bernard Werber, Les Fourmis, ça lui a bien réussi. Alors, quel est votre rêve en tant qu'auteur? Vive de mes écrits. Quel est votre plus gros problème? Je débute. C'est pas un problème, ça. C'est pas un problème. On a tous commencé comme ça. Alors, que faites-vous pour surmonter cet obstacle? Pour l'instant, peu de choses. Je m'informe, j'essaie de construire une stratégie, mais je m'éparpille face au trop d'informations. Ok.
tu as écrit, tu débutes, mais tu as écrit au moins, enfin, entre un et 3 romans. Tu n'es pas si débutant que ça. Est-ce que tu as une question précise? Alors, comment optimiser le choix des rubriques d'Amazon? Ah, il paraît qu'elles sont très nombreuses. Personnellement, je trouve qu'il y en a peu dans le choix par rapport à toutes celles que l'on voit sur le site d'Amazon. Alors, je ne sais pas qui tu es, toi, auteur anonyme, mais c'est ton jour de chance. Parce que figure-toi que, mais merci pour la transition, ça va me permettre de me faire un petit peu de pub. Demain, sur écrire-et-être-lu.com, j'ouvre un dossier qui est consacré exclusivement à Amazon et à son fameux algorithme. Donc, ça va se faire sur 3 semaines, 3 articles. Le premier qui sort demain matin, dimanche, le deuxième la semaine, le dimanche qui suit, et le troisième, et ainsi de suite, sur l'algorithme d'Amazon. Donc en 3 parties. Le premier qui sort demain, qui est ouais, peut-être plus théorique, mais que je vous recommande évidemment de lire, qui est sur l'algorithme d'Amazon, comment il fonctionne. Enfin, qu'est-ce qu'il prend comme facteur, comme critère, comme base de calcul pour fonctionner. La semaine suivante, on est sur les outils qu'utilise Amazon pour recommander votre livre à tous les lecteurs et comment il fonctionne. Et ensuite, sur la troisième partie, donc je suis désolé, il va falloir attendre 2 semaines. La troisième partie, elle est sur les mots-clés et les catégories d'Amazon, comment les trouver, comment les sélectionner, comment les choisir pour être bien référencés sur Amazon. Donc, je suis désolé, il va falloir attendre 2 semaines pour avoir la réponse à ta question, mais sache que il y a ok, Isabelle, je n'ai rien mis sur Amazon encore, donc ça m'intéresse. Voilà, donc sachez que il y a 3 articles qui vont venir là, l'un à la file de l'autre, sur Amazon et son algorithme. Le premier qui sort demain. Donc je vous invite évidemment à les lire, et je vous invite à les lire tous. J'en ai fait un dossier parce que c'est un sujet qui est très riche et que je ne voulais pas sortir un article qui fasse 6000 mots. Donc c'est la raison pour laquelle je l'ai découpé en 3. Mais évidemment, toutes les parties sont dépendantes l'une de l'autre, pardon. Donc, si vous voulez, voilà, ne vous dites pas, je vais attendre la troisième partie pour savoir comment choisir les catégories et les mots-clés, parce que vous avez besoin des 2 premières parties pour comprendre la troisième. Donc, je vous invite évidemment à lire toutes les parties, y compris celle qui est demain sur le fonctionnement de l'algorithme. On pourrait croire que on s'en fout un peu, que c'est pas intéressant, mais si, oui, c'est intéressant, mais surtout c'est important pour comprendre le fonctionnement du choix des catégories et des mots-clés. Quel est votre rêve en tant qu'auteur? Alors, dans un premier temps, écrire simplement un livre qui soit utile, de qualité et qui donne envie d'être lu. Je vois mon Dieu, qu'il est déjà 11h15. Bah écoutez, ça sera le dernier. Et puis ensuite, eh ben, écoutez, je reprogrammerai Jérôme. Il y a Dom qui dit Jérôme qui fait une trilogie sur Amazon. Mais ça compte pas. Ok? Celui-là, il compte pas. Donc celui-là, je fais le dernier, et ben, je programmais un nouveau live pour répondre aux questionnaires qui restent. On en a fait, j'en ai une dizaine. Je ne pensais pas avoir autant de trucs à dire. J'aurais dû m'en douter, hein. Je suis plutôt du genre bavard. Alors, quel est votre rêve en tant qu'auteur? Dans un premier temps, écrire simplement un livre qui soit utile, de qualité et qui donne envie d'être lu. Quel est votre plus gros problème pour y arriver? La motivation à écrire seul. Je passe déjà trop de temps seul sur mes projets et je cherche maintenant à m'associer le plus possible. Que faites-vous pour surmonter cet obstacle? Sur ce projet, je ne fais rien de particulier. J'attends de trouver la personne qui pourrait être intéressée par le sujet et compétente pour coécrire. Tu n'as rien publié pour l'instant et tu n'as pas de questions précises. Donc, si j'ai bien compris, tu n'arrives pas à te motiver pour écrire seul et tu cherches un partenaire d'écriture. Ce qui est une bonne façon de se motiver. C'est un petit peu comme, d'aller à la salle de gym. Tout seul, on n'a pas envie, mais si on y va avec un copain ou une
copine, euh, bah déjà on sent qu'on a une obligation par rapport au partenaire. Donc, si un dimanche matin, on a plus envie de rester au lit plutôt que d'aller à la salle, ben, on est motivé par le fait de ne pas vouloir laisser tomber le copain. Donc ça, c'est une très bonne façon de se motiver pour écrire. Tu as complètement raison d'essayer ça. Ensuite, sur comment trouver ce partenaire, moi, la première solution auquel je pense, c'est d'aller sur les groupes Facebook. Il y a plein de groupes Facebook pour auteurs. Euh, Ensuite, c'est pas. Alors moi, j'y vais souvent sur les groupes Facebook. C'est pas une demande que je vois souvent. Je me demande même. Enfin, je crois pas l'avoir jamais vu. Euh, Quelqu'un qui recherche. Mais pourquoi pas? Enfin, je veux dire, tu peux très bien tomber sur quelqu'un qui soit dans la même situation que toi, qui n'arrive pas à se motiver pour écrire, et puis voilà, trouver un partenaire comme ça. Passe une petite annonce, quoi. Tu fais une petite annonce sur les groupes Facebook en disant, voilà, je suis en train d'écrire. Alors, sois précise, hein, quand même quand tu vas faire ton annonce. Euh, Tu dis, voilà, moi j'ai écrit dans tel genre, fantasy, romance, un petit peu, voilà ce que tu fais. J'ai du mal à écrire seul, j'arrive pas à me motiver. Je suis à la recherche de quelqu'un qui veut bien écrire en même temps que moi, qui veut collaborer sur ce projet. Et même, j'ai envie de dire, t'as même peut-être pas besoin d'avoir quelqu'un qui va écrire sur le même bouquin que toi. Il te suffit juste de faire une espèce de partenariat avec quelqu'un où vous vous rendez des comptes. Pourquoi pas? Il y a le NaNoWriMo qui est lancé là en ce moment sur le mois d'avril. Ça peut être une. Bon, alors là, il est déjà commencé, mais bon, rien t'empêche de t'y mettre maintenant. Il y a plein de communautés qui sont liées au NaNoWriMo pour se motiver les uns les autres, où tu as tous les auteurs qui régulièrement postent sur le groupe, le forum, peu importe, en disant bah, aujourd'hui j'ai écrit 500 mots, aujourd'hui j'ai écrit 1000 mots, aujourd'hui j'ai écrit 1500 mots. Et en fait, le principe, la mécanique de motivation est la même. Donc, tu n'as peut-être même pas besoin d'avoir un co-auteur sur ton bouquin. Si c'est vraiment ça le problème, tu peux tout simplement euh, t'engager auprès d'une personne ou de plusieurs personnes ou d'une communauté sur un groupe, sur un forum, sur le NaNoWriMo ou pas, pour dire, eh ben, tous les jours, toutes les semaines, je m'engage à publier ma, on s'engage à publier notre avancée sur notre projet voilà, et ça va contribuer à te motiver pour avancer sur ton bouquin. Ça peut être une très bonne solution. Ensuite, si tu veux vraiment faire un bouquin qui est coécrit avec quelqu'un d'autre, tu passes une annonce sur un groupe Facebook, euh, voilà, en expliquant clairement sur quel genre tu écris, sur quelle histoire tu écris, parce qu'il faut que vous ayez les mêmes aspirations, les mêmes goûts, les mêmes envies, et passer une annonce voilà, pour un appel à l'aide, cherche co-auteur pour écrire un bouquin de fantaisie, de romance. Alors, Karel, qu'est-ce que tu me dis? L'échange de lecture avec un autre auteur m'a bien aidé à démarrer il y a 2 ans. Depuis, j'écris tous les jours. Voilà, très bien. Ouais, c'est un petit peu, oui, c'est ce que je disais. Même si tu veux, si tu vois cette vidéo, parce que je ne sais pas si tu es là, tu m'envoies soit par mail, soit par message privé sur Facebook. Tu m'envoies ta petite annonce et puis moi je la publie sur ma page. Comme ça, si tu peux trouver quelqu'un en passant par ma page auteur, ben, c'est avec plaisir. Donc, si tu entends mon appel, tu peux faire ça. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. On va s'arrêter là. Je suis désolé, mais voilà, j'avais dit 1 heure, ça fait 1h20. Il y a Isabelle qui dit: On gagne si peu par livre, s'il faut partager, que restera-t-il? Mais certains écrivent sur Wattpad, Swig ou Fixer pour avoir des retours. Ce n'est pas ma tasse de thé, mais un tas des sorties du lot ainsi, surtout quand on écrit chapitre par chapitre. Oui, après ça dépend aussi de l'objectif, hein, Isabelle, il y a des gens qui n'ont pas forcément envie. Alors attends que je me souvienne, celui qui était. Voilà, tu vois, son objectif, c'est pas son rêve, c'est pas de gagner de l'argent ou de vivre de ses écrits.
c'est simplement d'écrire un livre qui soit utile, de qualité, qui donne envie d'être lu. Donc, à partir du moment où tu n'as pas de critères, tu n'as pas d'objectif de vente ou de rentabilité ou de quoi que ce soit, bah, tout est possible, hein. Tu peux très bien faire ça à deux et puis partager l'argent que tu gagnes. Alors, c'est sûr, ça fait pas BSF, mais bon, si c'est pas ça l'important, il y a pas de souci. On va s'arrêter là. Je vous remercie d'être venu pour ce premier live et d'avoir été aussi actif, hein. J'ai beaucoup aimé vos commentaires et vos suggestions et vos conseils. Merci beaucoup d'avoir participé. J'ai beaucoup aimé faire ça, ça m'a fait très plaisir. Je vous tiendrai au courant donc pour qu'on s'occupe de la vingtaine qui nous reste. Merci Adeline. Et je publierai et sur le blog, enfin dans la newsletter peut-être, et sur la page Facebook pour vous donner le prochain jour et la prochaine horaire du prochain live. Merci beaucoup. Gros bisous. Portez-vous bien. Restez chez vous et bon confinement à tous. Ciao.